Et tu as notamment publié un certain nombre d'ouvrages consacrés à Nietzsche, notamment une biographie Nietzsche chez Folio et une biographie de Lou Andreas Soloway chez Folio. En 2014, tu as aussi publié Nietzsche et la maîtresse du présent aux éditions Gallimard. Tu as aussi dirigé avec Alain Junion un ouvrage Pourquoi nous sommes Nietzscheens. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard, où d'ailleurs Jean-Claude Martin a participé. Et donc tu diriges le dictionnaire Nietzsche, l'immense dictionnaire Nietzsche. Jean-Claude Martin, vous êtes philosophe, docteur et agrégé en philosophie, ancien directeur du programme au Collège international de philosophie. Vous êtes spécialiste de Deleuze, de Derrida, votre œuvre est d'ailleurs consacrée en partie à ces deux auteurs. Vous dirigez aussi la collection Bifurcation aux éditions Quimet, et vous avez publié récemment, en janvier, un ouvrage philosophique et politique aux éditions Maximio, asservi par la lettre. Et enfin, Philippe Choulet, vous êtes professeur honoraire de philosophie à Strasbourg. Vous avez commencé comme professeur en prépa au lycée du Parc à Lyon, puis ensuite en prépa Caille-Ulm au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg et au lycée Clébert en prépa HEC. Et désormais, vous enseignez, enfin plutôt vous préparez les candidats au CAPES et à l'agrégation de philosophie, cours que j'ai la chance de moi-même connaître. Et vous avez aussi publié un ouvrage consacré à Nietzsche avec Hélène Nancy, Nietzsche, l'art et la vie. Bien. Donc après ces présentations précises, je crois qu'il faut se tourner tout de suite vers Dorian pour la présentation de l'ouvrage. Alors plusieurs questions pour présenter cet ouvrage. Tout d'abord la genèse de cet ouvrage. Pourquoi avoir décidé de faire un dictionnaire Nietzsche, étant donné qu'il existe déjà un dictionnaire Nietzsche chez Ellipse, dirigé par Patrick Lotry, mais qui est moindre. Et aussi, bien évidemment, le choix des entrées, le choix des auteurs, comment ce travail s'est fait. Merci Jonathan, bonsoir. Alors, la genèse de ce projet est d'abord évidemment très liée à la collection de bouquins chez Lafon et à son directeur, la collection de bouquins Jean-Luc Barré, qui qui a commencé à publier une série de dictionnaires encyclopédiques sur différents auteurs. Il n'y en a pas beaucoup encore, il y a un Freud, il y a un Camus, etc. Et donc c'est lorsque nous nous sommes rencontrés avec Jean-Luc Barré, lui m'a parlé d'une collection qui était une collection prestigieuse, une belle collection. Et moi je lui ai parlé de Nietzsche, et nous nous sommes demandé si on pouvait réunir Nietzsche et la collection. Et j'ai été convaincu de ce projet tout de suite pour deux raisons principales. La première, c'est que Nietzsche est parmi les philosophes un philosophe avec lequel le rapport du public est singulier. Il y a un public non philosophique de Nietzsche. C'est aussi une lecture qui est très clivante. J'en ai rencontré des Nietzschéens fous et des anti-Nietzschéens fanatiques aussi. Donc là, je te parle en termes éditoriaux, c'est-à-dire savoir quel impact peut avoir tout d'un coup la tentative de produire une espèce de petit monument de livre, comme ça, un dictionnaire sur un philosophe de ce type. Donc ça, il m'a semblé que ça marchait. Et la deuxième chose, mais ça on y reviendra peut-être, c'est qu'il me semble que la forme du dictionnaire était, par son arbitraire même, une forme adéquate à la présentation de Nietzsche. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas de système dans un dictionnaire. Il y a un ordre alphabétique qui n'est un ordre que de manière extrêmement formelle, puisque un dictionnaire se consulte, s'ouvre par le milieu, entrée commencée par le milieu, comme disait Deleuze, et que à l'intérieur de ça, chaque entrée, c'est-à-dire chaque début de lecture, chaque nouveau début de lecture, chaque ouverture de page,
enclenche un processus de renvoi, alors des renvois techniques, puisqu'à la fin de chaque entrée, je peux revenir sur les entrées, hein, mais à la fin de chaque entrée, il y a un certain nombre de renvois non seulement bibliographiques, mais de renvois internes à d'autres entrées. Ce qui fait que, idéalement, on pourrait lire une fois ce dictionnaire, ou plusieurs fois, une infinité de fois, avec chaque fois des parcours différents. Et évidemment, la difficulté surgit dans le choix, dans l'établissement d'une liste d'entrées. On en a plus de 400. Et évidemment, si vous avez une entrée pulsion et une entrée volonté de puissance, une entrée Allemagne et une entrée nationalisme, que sais-je, ce sont des entrées qui sont proches et qui doivent se compléter les unes les autres. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est cette espèce de labyrinthe ou de toile d'araignée qui sont chez Nietzsche des images, des métaphores de la connaissance et de l'interprétation. Et donc, je trouvais cette dynamique de lecture d'un dictionnaire extrêmement importante pour Nietzsche. Et je crois que ça marche. Ça. Voilà. Ensuite, le choix des entrées, je passerai assez vite parce que ça a été juste une torture et que c'en est encore une, parce qu'une fois qu'on a décidé de la liste des entrées, on se dit ah mais il y aurait eu ça, et puis ça, et puis ça. Voilà. Donc, avec mes regrets, on pourrait faire un tome 2. Et par ailleurs, voilà, à partir du moment où une liste se fixe, devient très criant tout manque ou toute autre formulation. Donc je dirais que il y a, je reviendrai sur le dictionnaire de Céline Denat et Friedrich chez Ellipse, il y a tout un lexique conceptuel. Il y a évidemment tous les grands concepts, il y a aussi des notions politiques, historiques, philosophiques en premier lieu, mais esthétiques, etc. Donc il y a des concepts et des notions. Et le dictionnaire de Patrick Bockling et Céline Denat, 2013, je crois, qui est un ouvrage de référence, est un lexique conceptuel avec 50 concepts et notions. Voilà, développé de manière sous forme un peu article. Je tiens à dire que Céline et Patrick étant des amis, je leur ai demandé tout de suite s'ils acceptaient ce qu'ils pensaient d'un tel projet dictionnaire Nietzsche et s'ils acceptaient d'y participer. Et leur présentant la charte éditoriale, j'allais dire, ils ont dit tout de suite, mais ça n'a rien à voir, évidemment, nous sommes partants. Et même les éditions Ellipse n'ont trouvé aucun problème, y compris est-ce que ça porte le même titre. Voilà. Donc ils sont complémentaires et ils ne se concurrencent pas, je pense. À ces notions et concepts, on trouvait important d'ajouter un certain nombre de noms propres. D'abord, par un point de vue historique et intellectuel, d'histoire intellectuelle, les contemporains de Nietzsche, sa famille, ses amis, ses ennemis, ses grands contemporains avec qui il a pu être en contact, dont il a pu parler dans ses textes. Grands personnages historiques, des grandes figures comme ça, évidemment de l'histoire de la philosophie. Schopenhauer, Kant, Spinoza, Descartes, Platon, Socrate, évidemment. Toutes ces grandes figures qui deviennent dans l'œuvre de Nietzsche non seulement des interlocuteurs, mais de véritables personnages conceptuels. Donc des philosophes, mais aussi des personnages historiques, Napoléon, des artistes, il y a un certain nombre de musiciens, des musiciens évidemment, des peintres, voilà. Donc tous ceux qui entendent le nom propre, et le nom propre a une fonction proprement conceptuelle chez Nietzsche, on pourra y revenir ou pas, mais tous ces noms propres qui sont entrés à part entière dans le paysage conceptuel et de pensée de l'œuvre de Nietzsche. Ensuite, il y a, j'y tenais aussi, des lieux et les lieux où il a vécu, des lieux qui deviennent au fond comme les personnages des lieux conceptuels. Hein, il y a évidemment il y a son lieu de naissance, mais il y a Leipzig, Bonn, Bâle, et ensuite évidemment l'Italie, Turin, Gênes, Venise, en France, Nice, voilà les lieux où il a été et dont on voit bien dans son œuvre qu'ils deviennent aussi des chiffres pour une certaine tonalité de pensée, une certaine notion, une certaine qualité. Et il y a ensuite, et là je dois reconnaître que c'est à ce
là que j'ai éprouvé les plus grandes difficultés, c'est la question de la réception. On pourrait faire une encyclopédie de 10 volumes sur le seul sujet de la réception de Nietzsche. Parce qu'il y a la réception en philosophie, à proprement parler, c'est déjà énorme. Et puis il y a la réception dans les arts, il y a la réception idéologique, prenons un exemple flagrant et violent, le nazisme, mais il y a aussi eu une histoire du sionisme nietzschéiste, il y a eu le communiste nietzschéen, etc. La dimension politique, mais aussi esthétique. Les artistes ont beaucoup puisé à Nietzsche, donc où s'arrête-t-on? Donc j'ai décidé, malheureusement un peu arbitrairement, en allant évidemment de fixer sur un certain nombre de grandes figures philosophiques. Je pense à Heidegger, je pense à Deleuze, à Derrida, à Foucault, à Sloterdijk, à Habermas, donc aussi des rapports conflictuels. Donc voilà, philosophie contemporaine, pour vous le dire vite, ça me paraissait important. Ensuite, sur la réception littéraire, voilà, moi je reçois tous les jours des messages, ah mais vous avez oublié, machin. Alors je ne vais pas dire que j'ai oublié, parce que sinon je me tire une balle dans le pied, mais il y a évidemment beaucoup d'oubli. Donc, non pas d'oubli, il manque de place. Donc c'est l'histoire de réception. Disons que c'est un prélèvement, c'est un échantillon. Et dernière chose, ensuite je m'arrête, je suis déjà trop long. Avant de parler rapidement des auteurs, il m'importait que ce dictionnaire soit aussi un index, c'est-à-dire que pour chaque entrée, il y a un grand nombre de références, de renvois au texte de Nietzsche, aux endroits précis où on peut les trouver. Donc c'est une forme d'index à l'envers, où trouve-t-on dans l'œuvre de Nietzsche des moments où il parle de Napoléon ou de que sais-je, et en même temps une espèce d'anthologie potentielle, puisqu'il était important d'entendre et de lire en tout cas la voix de Nietzsche. Donc il y a beaucoup de citations qui ont été intégrées, tissées avec la prose des contributeurs de manière extrêmement fine et pédagogique, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'extraits de Nietzsche dans toutes ces entrées. Et pour les auteurs, enfin, ensuite je m'arrête, il y a 30 auteurs, une très belle équipe, un échantillon ici. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses mêlées. Il y a d'abord les spécialistes reconnus de Nietzsche, il y a ceux dont on sait que le lien à Nietzsche est important dans leurs écrits, dans leurs renseignements. Il y a aussi des, je dois l'avouer, on m'en a fait le reproche, mais j'y tiens, il y a aussi des liens d'amitié. Je voudrais prendre un seul exemple, Myriam Koreshi, qui a écrit un certain nombre d'articles, dont l'article Spinoza. Myriam Koreshi, qui est agrégée docteur en philosophie, est une spécialiste de Spinoza, pas de Nietzsche. Elle s'est travaillée, elle connaît son Nietzsche, et il se trouve que c'est une amie. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une amie? Ça ne veut pas dire je fais travailler une amie, ça veut dire Myriam Koreshi, j'ai besoin de ton regard de spinoziste sur la lecture nietzschéenne de Spinoza. Or, nous avons la plupart du temps des lectures nietzschéennes de la lecture de Spinoza. Donc, et comme par ailleurs, la lecture, la philosophie de Deleuze a beaucoup marqué le rapport Spinoza-Nietzsche, je voulais quelqu'un qui n'était au fond d'affinité ni deleuzienne ni nietzschéenne, mais spinoziste. Et ces articles sont, me semble-t-il, vraiment brillants. Et donc ça pour un certain nombre de cas. Pour Habermas, un spécialiste de Habermas de l'école de Francfort, pas de Nietzsche. Et dernière chose, il était absolument indispensable, et là il a fallu, non pas que je lutte avec les éditions Lafon, ou alors avec la direction, parce que Jean-Louis Barré, l'éditeur, était partant, mais ça a fait un peu exploser le budget, c'est-à-dire qu'un tiers des contributeurs sont de nationalité et de langue étrangère. Les études nietzschéennes sont transversales. Le nietzschisme français a son histoire, a ses représentants. C'est une belle école, en France, peu importe. Mais les études nietzschéennes en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, où elles sont plus fragiles pour des raisons profondes, au Brésil, en Amérique latine, au Portugal, il y a de véritables études nietzschéennes. Au Brésil, elles sont relativement neuves, elles sont très actives, très, très fertiles.
Donc voilà, donc ça veut dire aussi qu'il y avait, je ne sais pas en termes de quantité, mais je sais en termes de budget, mais je ne le dirai pas, il y avait un quart de ce dictionnaire à faire traduire. Et voilà, donc ça paraissait extrêmement important, et ça c'est une première, me semble-t-il, dans le genre et dans la collection. J'arrête. Antonin, tu as posé des très bons jalons pour notre discussion. Mais avant de revenir sur justement la compatibilité entre un dictionnaire Nietzsche et la pensée de Nietzsche elle-même, j'aimerais m'adresser à Philippe et à Jean-Claude sur justement ce qui a motivé leur participation à ce dictionnaire Nietzsche et ce que cela peut dire aussi de votre rapport philosophique personnel à l'œuvre de Nietzsche dans votre travail de vos travaux de philosophe. C'était quelque chose qui s'est fait assez rapidement, au fond, puisque j'ai été contacté par Dorian pour prendre en charge le rapport à Derrida, ou du moins la lecture qui était la mienne finalement de Derrida, puisque je ne suis pas, moi, un spécialiste de Nietzsche, n'ayant pas publié effectivement un réel texte. Il y a des textes un peu fragmentaires. En effet, pour Naumbourg, j'avais composé un parcours sur Nietzsche et la France, par exemple. Donc, oui, alors, c'est un auteur qui m'a toujours fortement motivé, sachant que je suis au fond deleuzien, et que Deleuze, la manière dont j'ai pu le lire dans un premier temps, ça a été par son rapport à Nietzsche. Alors bon, je peux peut-être en toucher un mot. Je veux dire, la très grande puissance du texte de Deleuze sur Nietzsche, c'est l'idée de force. Donc, bon, il y a évidemment des préalables à cette question de la force. Tout le monde sait que, par exemple, quelqu'un comme Newton avait très bien compris que la force ne veut rien dire par elle-même. La question de l'inertie, pour lui, c'est il n'y a pas le sens de la force. La force est un rapport de force. Parler, par exemple, de la gravité, la gravitation, c'est dire, d'une certaine façon, qu'il y a un rapport potentiel entre des corps. Et c'est ce rapport qui intéresse Newton. Et alors, ce qui m'a paru très fort dans la lecture de Deleuze, justement, c'est que Deleuze va comprendre que Nietzsche n'est pas du tout mécaniste, évidemment, qu'il ne s'inscrit pas dans cette ligne, disons, newtonienne, qui est peut-être davantage du côté de Leibniz, du reste. Et donc, ce qui était très, très intéressant dans la façon dont Deleuze lit Nietzsche, ce qui m'a appris d'une certaine manière, c'est que la force, et là, sa spécificité quand il s'agit de la question de la vie. On n'est plus dans le rapport mécanique de corps gouverné par des inerties, par des puissances déterminables, on est dans la vie, quoi. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant au fond dans la lecture de Deleuze, c'est qu'il va montrer que cette question-là, ce rapport de force devient avec Nietzsche écriture. C'est que la littérature en tant que telle et l'écriture font jouer chez Nietzsche en tout cas, des textes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui sont pris eux-mêmes dans un rapport dynamique où l'aphorisme lui-même n'est que quelque chose comme un écart. Deleuze dit à un moment donné que l'aphorisme, ça s'ouvre par le milieu et que cette ouverture-là ne peut pas être, elle ne peut pas renvoyer à une dialectique. Donc il n'y a pas un système au sens en tout cas où l'entendait du côté de la pensée allemande avant Nietzsche. Alors bon, du coup, ce qui est assez étonnant, c'est que ces questions-là, on les retrouve chez Derrida. Il y a un texte de Derrida qui s'appelle Force et signification, c'est un des premiers textes de Derrida, où tout ce que je viens de dire là, à peu près, est énoncé autrement. Le rapport à Newton, le rapport à l'écriture, et du coup, ce qui est assez
pertinent, c'est que autant Deleuze rentre dans le système nietzschéen par la question de la force, comment est-ce que s'établit, comment fonctionne cette écriture qui est fragmentaire et qui consiste finalement à faire passer d'un fragment à l'autre quelque chose qui relève de la vie. Chez Derrida, non, lui, c'est la question de la mort. Peut-être j'en toucherai un mot, mais voilà. Et donc, c'est ce balancement vie-mort, je l'ai trouvé assez puissant, parce que, au fond, chez Deleuze aussi, on dit que Deleuze, c'est le philosophe vitaliste par excellence, c'est vrai, mais il parle aussi de la mort du dedans, de la mort du dehors, la question du dehors, de l'interstice. Et du coup, il y a chez Derrida, dans la mort, quelque chose aussi qui résonne en direction de la vie, la survivance. Et ce qui est intéressant au fond, c'est que les deux s'inscrivent dans un éternel retour. Chez Deleuze, c'est l'éternel retour, parce que dans la force vitale, évidemment, il y a des manières d'agir et de réagir. Ce qui intéresse Deleuze dans le rapport entre les fragments, c'est comment, non pas comment ça réagit, mais comment ça agit, les forces actives. Et ce qui est intéressant là, en effet, c'est que seules les forces actives sont susceptibles d'être répétées dans la perspective de l'éternel retour. Chez Derrida, c'est un autre style, c'est un autre ton, ce sont les revenants. L'éternel retour, c'est la question du spectre, du fantôme qui vient hanter chaque fragment, parce que, en effet, chaque fragment fait appel à quelque chose qui relève de l'écriture, c'est-à-dire à quelque chose à quoi on ne peut pas fixer d'origine. L'écriture étant pour Derrida toujours déjà quelque chose qui est en écart, c'est-à-dire métaphorique. L'origine même de l'écriture, c'est de la métaphore, c'est-à-dire un déplacement, un transport du sens. Voilà, en gros, donc, si tu veux, la séquence qui s'est jouée, qui s'est nouée entre Deleuze et Derrida autour de Nietzsche, et qui m'a, moi, porté, qui m'a fait penser depuis le début, sans doute, de ce qui relève de mon écriture à moi. Voilà. Philippe, sur la même question. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis obligé de justifier ma présence parmi les auteurs. Alors, ça vient de loin. Dorian m'a écrit. C'est passé par Éric Blondel. Blondel a été, et est toujours un des grands tenants de l'école philosophique nietzschéenne française. Il traduit Nietzsche en Garnier Flammarion, par exemple. Et moi, j'ai eu Blondel comme professeur à Nancy, donc j'étais jeune étudiant, et j'ai fait avec lui un diplôme de mémoire de maîtrise, corps et immanence chez Spinoza et Nietzsche, où je me suis heurté, évidemment, à la sagacité de Blondel, mais aussi à l'ironie de Robert de Raté, spécialiste de Hegel et de Rousseau. Et je me souviens, le jour de ma soutenance, qui s'est bien passé, je vous rassure, de Raté a commencé comme ça: Monsieur Choulet, vous pour qui Nietzsche est un philosophe? Bon, je sentais bien qu'il y avait un doute, etc. Et c'est vrai que nous étions, Jean-Clé et moi, parce que là on est des vieux quand même, bon, il faut savoir. Bon. Et nous étions agités du bocal quand même. C'était une période absolument extraordinaire sur le plan idéologique. On était habités par Hegel, Marx, Spinoza, Nietzsche, etc., Deleuze, Derrida, Lacan. Enfin, donc il y avait une espèce de maelstrom culturel absolument extraordinaire, et c'est vrai qu'on a été formé par cette gigantesque machine à laver, et je regrette quelquefois que les étudiants d'aujourd'hui n'aient pas cette espèce de vie, labyrinthique que nous avons pu vivre dans ces années-là. C'était les années 70. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un héritage que je porte. Moi, je ne suis pas un spécialiste même si j'ai beaucoup écrit sur Spinoza, sur Nietzsche, sur Hegel, sur des tas de choses et des tas de machins, c'est pas un problème. Mais comme Nietzsche distingue les philosophes législateurs et les philosophes ouvriers de la philosophie, moi je suis juste un ouvrier de la philosophie. Et donc c'est en tant que tel que Dorian a fait appel à moi. Et je dois ici remercier Dorian et le féliciter pour son travail,
et puis le remercier aussi de sa confiance. Je dois lui dire qu'à chaque fois que je travaillais, je me mettais au travail, et à chaque fois que je lui écrivais, j'avais une pensée pour Oscar Wilde, puisque de toute façon, le prénom de Dorian est indissoluble d'Oscar Wilde. Bon, ça fait partie de l'univers imaginaire mythique. Voilà, et c'est la première fois qu'on se rencontre. Et je vois que c'est un bel homme, ça et qui vieillit, et dont la beauté extérieure ne montre pas la turpitude de l'âme, comme chez Oscar Wilde. Voilà. Bon. Vous voyez, on est déjà dans Nietzsche quand même. On est vraiment dans la question de la beauté apollinienne et de la profondeur dionysiaque. Donc il y a quelque chose là d'intéressant. Alors, donc moi, si vous voulez, j'ai un rapport à Nietzsche qui est un rapport à la fois j'allais dire, d'identité et de fécondité, parce que j'ai un régime nietzschéen. C'est un auteur que je fréquente beaucoup et que j'habite véritablement. Et puis en même temps, j'ai un rapport instrumental. C'est un rapport de prof. Voilà, il faut le dire. Et c'est un rapport aussi très important parce que ça permet d'être efficace, ça permet d'être un peu lucide. Je retiens toujours, parce qu'on était dans une période, Jean-Claude peut en parler aussi, où il y avait des pour et des contre, il y avait des clans. Dorian parlait des fanatiques anti-nietzschéens, et Dieu sait s'il y en a quand même une tripotée, hein, et pas des recommandables. Bon, et puis en même temps des fanatiques nietzschéens, mais c'est comme, il y a beaucoup de philosophes qui clivent comme ça. Chez Spinoza, par exemple, vous avez les spinozistes staliniens, hein, qui sont terribles, hein, qui sont des véritables ayatollahs. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est intéressant d'avoir un rapport instrumental à Nietzsche, parce que ça met de la distance. J'ai toujours pensé à l'extraordinaire phrase de Leibniz. Leibniz dit « Les philosophes ont toujours tort dans ce qu'ils nient, et ils ont toujours raison dans ce qu'ils affirment ». Évidemment, on ne peut peut-être pas aller jusqu'à Dieu dans ce domaine, mais il y a quand même quelque chose de très vrai, c'est-à-dire que le philosophe doit d'abord s'abandonner à celui qui travaille, à celui qui lit. Il doit lâcher les armes, il doit baisser les armes de la défense, cesser d'être défensif et accepter d'entrer dans un labyrinthe. On parlera peut-être tout à l'heure rapidement de la question du système, mais chez Nietzsche, c'est vraiment un labyrinthe. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment on peut aborder Nietzsche, je dirais, de manière opératoire, de manière neutre, c'est-à-dire se laisser faire, se laisser aller, malgré peut-être, comment dire, certaines outrances. Hein. J'ai vu dans certains articles, par exemple, que les collègues contributeurs ont trouvé que, comme la pensée de Nietzsche était dangereuse, on pouvait émettre quelques réserves, etc. Moi, j'avoue ne pas être d'accord avec cette objection. Je veux dire que le danger soit là est une chose. Après tout, on connaît des hommes politiques bien plus dangereux que d'autres. Et puis on connaît aussi des centrales nucléaires extrêmement dangereuses. Je ne crois pas que ce soit fondamentalement une objection. Nietzsche dit que la vie est dangereuse, et sa philosophie est un danger, on est bien d'accord. Et après tout, la vie humaine est un danger pour tous les vivants. Je dis ça parce que effectivement, il y a, comment dire, vous verrez dans cette espèce de polyvalence, de polymorphie, des multiples écritures, des multiples styles, quelque chose qui est intéressant sur le plan de la stimulation, pas seulement intellectuelle, mais la stimulation affective. Le rapport à Nietzsche bouge beaucoup, selon les entrées. Et je crois que c'est un des vrais mérites du travail que nous a fait faire Dorian, et qu'il a fait lui-même dans ses entrées, c'est cette espèce de kaléidoscope, hein, qui fait que Nietzsche est un auteur véritablement vivant, mais peut-être comme tous les autres philosophes, hein, toujours avoir un rapport opératoire à ces choses-là. Mais je pense que Nietzsche est vraiment quelqu'un qui, comment dire, incarne la vie philosophique telle qu'elle doit se réaliser et s'écrire. Voilà, je finis là. Juste tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une sorte de difficulté peut-être entre la compatibilité entre un dictionnaire Nietzsche et la pensée de Nietzsche. Et
dès le départ d'ailleurs de ce dictionnaire, tu montres que Nietzsche se méfie des mots. Et donc en quoi justement, pour approfondir ce que tu posais juste avant, en quoi ce dictionnaire Nietzsche est compatible avec la pensée de Nietzsche et n'est pas au contraire quelque part un exercice qui prend le risque de forcer Nietzsche sur les mots et entre guillemets les concepts Nietzsche. Oui, la difficulté que tu soulèves, elle est générale sur tout travail de lecture et d'interprétation ou de commentaire de l'œuvre de Nietzsche, la question du forçage. Évidemment, cette question est à la fois plus brûlante et plus circonscrite dans un dictionnaire. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un mot, dont on peut décider ensuite si c'est un concept, une notion, un nom propre, un nom commun, voilà. Lorsqu'on prend un mot, le travail du substantif dit bien ce que ça dit, c'est-à-dire qu'un substantif, ça veut passer pour une substance, quelque chose qui est là, posé. Il suffit qu'on puisse être d'accord dans une langue sur sa définition pour pouvoir avoir l'impression qu'on parle de la même chose. Or, en réalité, on le voit bien déjà dans la vie de tous les jours, même dans les mêmes langues, même que nous ne parlons jamais les mêmes choses, à partir des mêmes mots. Moi, je vois toujours ça, par exemple, je fais une discussion sur Dieu. Par exemple, tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu. Dieu, bon, je sais pas, moi je lis le mot Dieu chez Spinoza et le mot Dieu chez un autre. C'est pas le même mot. Donc, l'avantage d'un dictionnaire, c'est qu'on prend le mot, on le capture, il nous enferme parce qu'il y a la définition, le sens commun dans les deux sens du terme, hein, c'est-à-dire à la fois le bon sens et puis le sens qu'on a décidé de partager. Et il y a ce que, de manière générale, tous philosophes ont fait. Ce qui est fascinant chez les philosophes, c'est que peu inventent des mots, peu inventent des néologismes au XXe siècle plus, mais dans l'ensemble, ils prennent des mots courants et leur travail est tel que peu à peu, ce mot devient étranger dans la langue. Donc, le dictionnaire oblige à attraper un papillon, c'est-à-dire, voilà, ça, où on va le clouer, comment on va l'appeler en latin, etc. Et chez Nietzsche, évidemment, ça ne marche pas. Donc, tout de suite, à partir du moment où on doit donner... alors, un article de dictionnaire, ce n'est pas exactement une définition. Bon. C'est déjà toute définition d'une notion chez un auteur est déjà problématisée. D'abord, où, comment ça apparaît dans l'œuvre, d'où il le récupère, à qui il pense quand il écrit, contre qui il écrit, les contradictions, les fameuses contradictions nietzschéennes, en tout cas les facettes, les changements de perspective internes à l'œuvre, l'évolution chronologique. Il ne dit pas les mêmes choses sur que sais-je, pas d'exemple, il y en a trop, il ne dit pas les mêmes choses à 30 ans et à 40, enfin, évidemment. Donc, l'avantage de l'exercice, qui est virtuose, parce que il y a aussi des contraintes de place, mais l'exercice virtuose qui consiste à traiter une notion dans l'œuvre d'un philosophe et de Nietzsche en particulier, c'est qu'on est obligé tout de suite de déplacer, d'ouvrir, de nuancer, d'avoir compris parfois un certain scepticisme, en tout cas une suspension du jugement, et à un moment, un article, une entrée, où précisément tout est fait pour enfermer, délimiter. Voilà. Volonté de puissance chez Nietzsche, c'est ça. Puis vous commencez avec un article, comme tous les autres, et en fait, c'est évidemment plus compliqué, mais le régime de commentaires, le régime d'interprétation de toute lecture philosophique, et alors là, le problème est redoublé, parce que le régime d'interprétation, qu'est-ce que l'interprétation chez Nietzsche? C'est vastissime. Donc de toute façon, on plonge tout de suite, on est tout de suite mis à l'eau et en eau profonde. Voilà. Je voudrais prendre un seul exemple.
volonté de puissance. Je ne vais pas commencer à parler de la volonté de puissance. Il y a évidemment volonté de puissance, qui est un grand article, un long et bel article de Patrick Godfrey. C'est un dictionnaire sur un philosophe. Nous n'avons pas d'entrée, c'était une volonté de ma part, nous n'avons pas d'entrée volonté. Il n'y a pas d'entrée volonté. La seule entrée qui commence par volonté, c'est volonté de puissance. On aurait pu évidemment faire un article volonté dans un dictionnaire Nietzsche, sauf que quand vous commencez volonté de puissance, le seul article qui commence par volonté dans le dictionnaire Nietzsche, vous vous rendez compte que dans le concept de volonté de puissance est contenue la négation ou le rejet du concept traditionnel de volonté. C'est-à-dire que la volonté de puissance n'est pas une volonté. Bon, on se retrouve avec un problème, à la fois pour la définition du mot volonté de puissance et pour la définition du mot de volonté. Et là, le dictionnaire, si on cherche, et on est guidé, la question de, si vous voulez savoir le problème de la volonté chez Nietzsche, vous allez vous retrouver avec le problème du sujet, le problème de la liberté, le problème de la conscience, etc. etc. C'est-à-dire qu'au fond, cet article volonté qui n'existe pas dans le dictionnaire est disséminé de la même manière que Nietzsche dissémine des branches, je vais dire, neutralise ou empêche le concept traditionnel de volonté de se mettre à l'œuvre. Voilà. Et, dernière chose, on parlait du langage courant du langage que les philosophes reprennent à d'autres ou au langage courant. C'est très intéressant. Pourquoi ils parlent de volonté? Pourquoi dans le terme der Wille zur Macht, volonté de puissance, ils gardent le terme Wille? Le terme, bon, ça vient de Schopenhauer, ça vient de, non seulement de Schopenhauer, directement de Schopenhauer, mais ça vient de toute l'histoire de la philosophie moderne et du libre arbitre, etc. Bon. Le libre arbitre, en allemand, c'est la freie Wille, la volonté libre. Bon. Donc, cette absence-là redouble, ou essaie, par son absence, oui, cette absence-là redouble le travail de déconstruction du concept traditionnel de volonté que fait Nietzsche. Et pourtant, il garde le mot, le terme Wille, le terme volonté, dans cette expression devenue si célèbre, volonté de puissance. Voilà. Donc voilà à la fois le danger et le point de départ pour une réflexion sur ce que fait Nietzsche au concept et au langage. Alors justement, sur cette difficulté du papillon, en même temps lui laissant les ailes battre, il y a un des termes que vous abordez, Philippe Choulet, un terme massif qui donne justement toute cette complexité qui est le terme système. Puisque Nietzsche dit à la fois ne s'être jamais conformé à aucun système. Qu'est-ce que justement Nietzsche entend dans cette sorte de thème protéiforme de système? Et est-ce que le fait que Nietzsche ne se soit jamais conformé à aucun système fait de Nietzsche un penseur vraiment détaché du système ou anti-système? Est-ce que ça a un sens? Anti-système. 3 points de suspension. J'ai fait exprès. Ah ben, mauvais esprit. Bon, c'est pas une question très sexy, on ne va pas s'éclater là-dessus. Mais il y a quand même quelque chose d'important, parce que justement, c'est là qu'est le défi du dictionnaire Nietzsche. Parce que, comment dire, je vais prendre le problème à l'envers. La question du système, c'est quand même une question extrêmement sérieuse pour un philosophe, parce que c'est tout de même d'abord la question de la cohérence interne. Bon, ça tient ou ça ne tient pas. C'est ce que Kandinsky appelle la nécessité intérieure. Le peintre, il pose le pinceau quand il sait qu'il a atteint la nécessité intérieure de l'œuvre. Chez Nietzsche, il y a quelque chose comme ça, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un côté système underground, il n'est pas visible, mais il travaille quand même. Alors évidemment, Nietzsche se bat avec des grands auteurs systématiques. Il y a sans doute dans son esprit un système de Platon, il y a évidemment dans son esprit un système de Spinoza. Tout à l'heure, vous parliez de toile d'araignée, Spinnen, Spinoza, qui est fabricant de toiles d'araignée, la géométrie spinoziste, le more geometrico. Il y a évidemment le système kantien, il y a évidemment le système hegelien. Ça fait quand même quelques totems un peu lourds à combattre.
Et voilà que votre Nietzsche Don Quichotte combat les moulins à vent en essayant de prendre ses distances avec Spinoza, avec Hegel, avec Kant, vis-à-vis desquels d'ailleurs il émet quelques signes de reconnaissance, hein, vis-à-vis de Spinoza, vis-à-vis de Hegel notamment. Bon. Il y a donc un élément très polémique dans la question du système, et Nietzsche s'explique assez souvent là-dessus en disant oui, je suis assez d'accord avec ceux qui méprisent les systèmes, avec ceux qui haïssent les systèmes, parce que le système est une clôture de la pensée, c'est une espèce de mécanique monstrueuse, etc., etc. Et c'est, comment dire, la rançon de ce que Nietzsche appelle, de manière très remarquable, l'optimisme théorique, qui date de la période socratique. Socrate trahit la pensée en plaçant la pensée sous l'angle de l'optimisme théorique, c'est-à-dire que le système de la pensée est capable de restituer l'intégralité de l'énigme de la vie, etc. Donc, évidemment, Nietzsche lutte contre cette idéologie de l'idée logique, et c'est pour cette raison que d'abord, il est éminemment anti-système, et il y a indiscutablement quelque chose. Pardon, je m'excuse. Il faut toujours répondre à la barbarie. Je disais donc qu'il était important de considérer justement cette dimension de conflit. Là où l'entrée système est intéressante et elle est révélatrice, je dirais, alors évidemment, je emploie un terme polémique encore une fois, d'une certaine dialectique nietzschéenne, et j'entends bien que par exemple quelqu'un comme Deleuze s'est battu contre Granier justement pour réfuter la question dialectique, mais il y a quand même une dialectique chez Nietzsche, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fécondité du négatif, c'est-à-dire que si le système est négatif parce que c'est une structure logique, il y a quand même quelque chose qui travaille dans l'idée de système, et j'ai trouvé donc quelques aphorismes, je ne les ai pas tous cités, mais j'ai trouvé quelques aphorismes où Nietzsche emploie positivement le terme de système, mais cette fois-ci non pas sur le plan de la théorie philosophique, sur le plan de la clôture structurale, si j'ose dire, de la totalisation logique, mais plutôt sur le plan de l'existence. Il dit par exemple que l'existence du Léonard de Vinci est tellement cohérente que c'est un système vivant, que c'est un système organique vivant. Ça veut dire, je vais employer des concepts sartriens, je m'excuse, je fais un peu le cuistre, mais bon, après tout, je suis sur une estrade, c'est gratuit, alors j'en profite. En termes sartriens, la question c'est le Sartre de la critique de la raison dialectique, c'est une totalisation en voie de se totaliser, c'est-à-dire dans le processus de totalisation. Ou si vous préférez, c'est une totalisation infinie. Et c'est vrai que chez Nietzsche, il y a ce système-là, c'est-à-dire le système des interprétations, dont son œuvre est elle-même le témoin, c'est-à-dire que Nietzsche change, comme l'a rappelé Dorian, il y a trois périodes, la période romantique, Schopenhauer, Wagner, la période Aufklärung de Aurore à Zarathustra, et puis ensuite la période généalogique, à partir du 5e livre du Des Savoirs. C'est très structuré dans les périodes. Hein. On voit bien comment Nietzsche a évolué et, comment dire, est revenu sur ses crimes, si j'ose dire. Il y a des textes célèbres, le 370 du Des Savoirs, par exemple. C'est très intéressant de voir comment Nietzsche assume cette idée que je trouve extrêmement forte d'être un système organique ouvert, d'être un système organique infini. Et ça en dit long sur, comment dire, la fécondité de l'idée de système. On pourrait très bien, évidemment, prendre ses distances avec le spinozisme, avec le kantisme et avec l'hegélianisme, tout en se demandant si, finalement, il n'y a pas chez Spinoza, chez Kant ou chez Hegel, l'idée aussi d'un système infini. Alors, entre nous se dit, je pense qu'il l'est certainement chez Spinoza, notamment dans la 5e partie de l'éthique, ou chez Hegel, il l'est évidemment moins chez Kant. Mais l'idée de totalisation infinie me paraît extrêmement forte, et Nietzsche travaille avec ça. C'est pour ça qu'on voit bien que, et je songe avec compassion au travail de Dorian, quand il a dû relire toutes les entrées et puis envoyer des corrections ou envoyer peut-être des avertissements ou des demandes, etc., etc. Je veux dire, ce travail infini de la lecture, ce travail infini de l'interprétation,
Et cette confrontation avec l'extraordinaire richesse du corpus nietzschéen est quelque chose de tout à fait, révélateur de la vie, de la pensée philosophique. Je précise, je termine là-dessus. Le dictionnaire, évidemment, présente un caractère fini, par nécessité, comme tous les dictionnaires. C'est déjà dans Hegel, dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques. C'est un caractère fini. Chaque entrée a un caractère fini. Les citations sont en nombre fini. On aurait pu essayer de tout mettre. Par exemple, quand vous ouvrez le Kant Lexicon d'Eisler, qui est un travail analogue, Eisler a rédigé quasiment toutes les citations, a mis toutes les citations dont on peut disposer chez Kant sur tel et tel concept, ce qui fait un volume extraordinaire, c'est un trésor de la langue philosophique, et un trésor explicite. Ici, dans le dictionnaire Nietzsche, il y a quelquefois simplement un renvoi. Ça a été une difficulté d'écriture, c'est-à-dire on a tel et tel aphorisme, notamment les fragments posthumes, qui détiennent, une pépite. Et quand je vous dis pépite, c'est vraiment une pépite, c'est un diamant. Voilà. La question est, on n'a pas la place pour tout écrire, on n'a pas la place pour tout rédiger, on n'a pas la place pour tout exprimer. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un renvoi. Alors, il y a là quelque chose d'extraordinairement frustrant. Frustrant chez les écrivains, frustrant chez les lecteurs. Mais je crois qu'il faut assumer ça. C'est le rapport du fini à l'infini. Et je pense que l'infini de la philosophie nietzschéenne se lit très bien à l'intérieur de la finitude des entrées. Je termine par un petit clin d'œil et une petite pirouette. Si vous n'êtes pas content du volume, il vous reste un travail à faire. Et quel travail? Vous allez devoir faire un index vous-même des concepts qui sont alignés dans chaque entrée. Puisque, comme Dorian l'a précisé pour le concept de volonté-puissance, pour le concept de volonté, vous verrez que les notions se trimballent, elles voyagent. Vous trouverez volonté dans X entrées, et vous allez donc vous faire votre index vous-même. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les auteurs qui travaillent. Les lecteurs aussi doivent travailler. Pour continuer cette promenade dans le dictionnaire, on parlait tout à l'heure de la réception de l'œuvre de Nietzsche. Et Jean-Claude, vous vous occupez d'une seule entrée, mais pas une petite entrée, puisque c'est celle de Jacques Derrida. Et donc une question un peu naïve, mais que fait Derrida dans un dictionnaire Nietzsche? Et quel est le rapport entre finalement l'idée de déconstruction chez Derrida et ce que Nietzsche appelle le philosophie à coups de marteau? Oui, c'est ce qui est remarquable, c'est qu'en effet, Deleuze était en 62, Derrida à peu près à la même époque, compose un certain nombre de textes qui sont fragmentaires aussi, d'une certaine manière, puisque l'œuvre de Derrida, elle est inépuisable en tant que telle. Quand on voit un peu le corpus des œuvres complètes de Derrida, elles resteront toujours incomplètes quelque part, parce qu'il y a des textes qui surgissent. Il a absolument fait de son existence même, de sa biographie, une écriture. Et je pense que ce geste biographique, ce geste vital de l'écriture, est quelque chose que Derrida partage avec Nietzsche. Mais en même temps, en testant tous les dangers, en approchant la vie comme un médecin légiste vient un peu ausculter le mort vivant que nous sommes. Enfin, le médecin légiste s'occupe certainement pas évidemment d'un vivant, mais enfin, il cherche à comprendre en quoi sa mort nous parle, en quoi sa mort peut être lue, en quoi quelque chose est écrit dans le corps, et du coup, c'est ce tracé même qui fait l'intérêt
de la démarche qui est celle de Derrida, qui a tout de suite mis, si vous voulez, le point, l'accent sur la question de la métaphore. C'est vrai que bon, le style de Nietzsche peut frapper. Enfin, c'est lire Nietzsche dans l'époque effectivement Philippe vient d'évoquer, enfin d'autres époques, ça a été quelque chose qui relevait du scandale. Souvent, c'était considéré non pas seulement comme de l'anti-philosophie, mais une forme de non-philosophie, enfin, pour des raisons littéraires. Il y a quelque chose qui gêne évidemment l'entreprise philosophique chez Nietzsche, c'est que Nietzsche est philologue dans son geste inaugural, et être philologue dans un geste qui est inaugural, c'est précisément ne pas être inauguré, puisque bon, le philologue cherche une origine, il rentre dans un procès généalogique, de sorte qu'il n'est jamais spécialiste de quelque chose d'assis, de quelque chose qui serait immeuble, qui serait immobile. C'est pas le premier moteur, c'est pas le système d'Aristote. Enfin, je veux dire, on est dans quelque chose où tout se déplace sans cesse. Et voilà donc du coup que Nietzsche, en effet, pratique la philosophie du côté de la, certes de l'opéra, certes du théâtre, mais surtout, sans doute, c'est la question de la rhétorique qui va le solliciter, sachant que la rhétorique n'est pas seulement quelque chose qui s'inscrit dans des formules qui seraient définitivement arrêtées, substantivées, substantielles. Elle est prise dans des gestes. Toute rhétorique est une gestuelle. Enfin, j'imagine quand même que du côté des grands rhéteurs de Rome, la persuasion passait par des figures qui étaient des fleurs de rhétorique, qui étaient des figures de style où c'est le sens qui va se concrétiser, se réaliser dans la puissance d'un geste qui interrompt le philosophe nietzschéen, c'est le philosophe non seulement qui marche, c'est non seulement le philosophe qui se promène, le grand promeneur de la pensée, mais c'est celui qui s'inscrit dans une gestuelle où on peut effectivement interroger la question que la philosophie a toujours affirmée comme étant comme relevant de son autorité, à savoir la question du fondement, la question de l'origine, et ce que Nietzsche comprend lorsqu'il fait l'analyse de la rhétorique, c'est que toute origine, au fond, elle est déjà inscrite dans un signe qui renvoie à un autre signe, et que ce renvoi, ce transport d'un signe à l'autre n'est rien d'autre que la métaphore, puisqu'une métaphore c'est quoi? Si ce n'est la manière de substituer à un mot, disons, une image, ou un autre mot, ou de substituer à quelque chose qui n'est pas là, une forme, une figure qui interpelle, qui soit comparative, qu'on pourrait comparer, mais moyennant des écarts. Toute métaphore est un transport de sens dont, d'une certaine manière, nous allons oublier l'origine, et que nous allons, au fond, prendre comme étant une pièce, c'est pas de la monnaie de singe, je veux dire, c'est quelque chose que... Je prends un exemple, au fond, lorsque nous parlons d'un pied de table, nous n'entendons plus le pied tel qu'on le voit encore dans les meubles espagnols, dans les fauteuils espagnols, où précisément les pieds du fauteuil se présentent comme des pattes, avec des ongles, des griffes. Bon, nous, quand on parle d'un pied de table, on est dans quelque chose, dans une figure qui relève d'une forme de métaphore qu'on appelle la catacrèse. Bon, la catacrèse, c'est quelque chose qui est tellement usé, c'est quelque chose qu'on utilise tellement souvent qu'on n'entend plus l'image, que la figure a disparu en tant qu'elle ne contraste plus avec quelque chose qu'elle est censée
c'est remplacé. Donc, du coup, la métaphore pour Nietzsche, c'est toute la métaphysique, toute la philosophie qui est imprégnée, qui est pas seulement hantée, mais qui est pris dans des charges virales. Enfin, les métaphores, c'est des virus qui viennent inscrire leur code, qui viennent instiller leur code dans notre façon de penser, de parler. Mais ce sont des formes, des figures qui renvoient très loin à l'histoire. Et c'est dans cette perspective-là, au fond, que Nietzsche se fait généalogiste. La généalogie de la morale, c'est par exemple l'idée de voir ce que peut vouloir dire le mot dette. Dette, en français aussi, on sent bien que dette renvoie à quelque chose qu'on doit, et que ce qu'on doit relève du registre même du devoir. Il y a dans la dette un quelque chose que je dois, dont le verbe, dont le devoir rend compte en tant que tel. Et en allemand, Nietzsche a évidemment beau jeu que de déployer le concept même de dette dans toute sa métaphoricité, c'est-à-dire il va montrer la proximité qu'il y a entre la dette en tant que cet argent qu'on doit, avec quelque chose qui renvoie au Schulden. Voilà, die Schulden, c'est en même temps quelque chose qui relève du Schuld. Schuld, c'est la faute. Et du coup, on pourrait voir aussi comment aujourd'hui encore des concepts comme ça circulent politiquement, je veux dire, comment ces métaphores-là ont une force, des fonctions opératoires qui déterminent d'avance ce que nous pouvons dire. Nous sommes parlés par une langue qui nous habite et qui ne cesse au fond de nous échapper comme si elle était habitée par des fantômes qui reviennent. Alors Derrida, lui, il entre justement dans toute la conceptualité nietzschéenne par des métaphores dont on a oublié. Quelles sont des métaphores qui ont été blanchies. Voilà, donc le texte de Derrida, c'est la mythologie blanche, il montre comment, et justement dans le registre même d'un blanchissement qui se fait entière, du même métal au fond que le processus de la circulation économique. Comment, au fond, nous sommes tous pris dans, des philosophes en l'occurrence, dans des sens, quant au nom de Dieu, quant au nom de l'absolu, dissolu peut-être, quant au nom de tous les concepts fondateurs qui ont été surdéterminés par un sens qui renvoie à un fond. Et alors, ce qui me paraît absolument génial chez Nietzsche, c'est que précisément, il pense à une histoire de ça. Dans Aurore, c'est le grand livre de Nietzsche où, ce n'est pas encore la généalogie de la morale, mais on rentre dans une histoire des mentalités, telle que l'historien aujourd'hui pratique, quelqu'un comme Duby, par exemple, a pratiqué l'histoire, quand il s'agit de prendre des questions, l'histoire de non pas simplement la grande histoire des événements, mais l'histoire de la dette, l'histoire de la femme, l'histoire de la sexualité. Alors là, on rejoint Foucault par un autre bout, sachant que Foucault, lui aussi, a été effectivement complètement séduit par cette façon dont, dans Aurore, précisément, Nietzsche va relire toute la tradition à partir de cette circulation du sens à travers, évidemment, quelque chose qui renvoie à une collectivité d'exclusion. Il y a des choses qui sont, par exemple, la police, il y a des sujets tabous dont on ne peut pas parler, mais dont certainement on retrouve dans la langue certains traits. La folie, c'est le folding. La folie, c'est aussi quelque chose qui renvoie à digne. Quand on dit, dans un patois alsacien, par exemple, der Ding, pour quelqu'un, pour définir quelqu'un, et non pas quelque chose, justement, eh ben, nous sommes pris dans tout un parcours qui renverrait peut-être à quelque chose qui relèverait de ce qui n'est pas énoncé, qu'on ne peut pas énoncer, de ce qui n'est pas présentable en tant que tel, qu'on ne peut pas exposer, qui relèverait aussi peut-être encore d'une forme d'inconscient que, par exemple, Jung
avait beaucoup, comment dire, exploité à partir de Nietzsche cette idée d'inconscient collectif. Comment nous sommes pris même dans des mots égyptiens, comment nous sommes pris dans des formes peut-être de dénonciation, de pathologie aussi, qui renvoient à des effacements qui se sont installés dans la langue, dont nous avons hérité, et qui parentent pour nous à travers des formes collectives, de rejet, de répulsion. Il y a des choses qui nous répulsent, qui nous répugnent. Et c'est cette répugnance-là que Foucault, autant que Derrida, ont cherché à réactiver dans la déconstruction. Donc oui, Derrida dit à un moment donné que la métaphore, c'est la question du guichet, et que la manière dont il va pratiquer, lui, l'histoire de la philosophie, c'est d'apprendre par de dangereux suppléments qui sont aussi des chaînes même excrémentielles. Donc on peut comprendre ce côté un peu peut-être détesté de Derrida, puisque une philosophie expérientielle, c'est quand même, ça ne fait pas trop. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais justement, pour continuer ce parcours à travers ce dictionnaire, il est difficile de ne pas parler de Nietzsche sans parler de Richard Wagner. Et derrière ce personnage philosophique chez Nietzsche, qui à la fois le hante toute son existence, j'aimerais juste commencer par lire cet extrait du Gai Savoir qui ouvre l'entrée Richard Wagner que Nietzsche écrit. Merci. Il est probablement une immense courbe invisible, une immense voie stellaire où nos routes et nos buts divergents se trouvent inscrits comme d'infimes trajets. Élevons-nous à cette pensée. Mais notre vie est trop brève, notre vision trop faible pour que nous puissions être davantage que des amis au sens de cette possibilité sublime, et ainsi, nous voulons croire à notre amitié d'astre, dussions-nous être ennemis sur la terre. Et vous partez de ce point pour expliquer justement cette relation à la fois d'influence et de rejet qu'il y a entre Nietzsche et Wagner. Comment s'articule justement cette influence de Wagner sur Nietzsche? Toute une histoire précisément doublement, c'est-à-dire que Wagner, qui est sans doute l'un des personnages les plus influents sur la vie et la pensée de Nietzsche, a aussi été un ami plus âgé, donc un maître y compris. Il est devenu un adversaire, une brouille entre êtres humains avec des mesquineries, des banalités, et puis une mort. Wagner meurt en 83, et un héritage. Nietzsche sans Wagner. Une mort d'ailleurs que je pleure d'une certaine manière. Oui, absolument. C'est la plus grande perte de sa vie, il le dit à plusieurs reprises. Donc c'est une histoire biographique, c'est une histoire qui va articuler à chaque moment l'évolution de l'œuvre. Le premier livre que publie Wagner, La naissance de la tragédie, alors qu'il est tout jeune professeur de philologie, il écrit un livre, donc La naissance de la tragédie, dont le titre original était Naissance de la tragédie à partir de l'esprit Haus, issu de l'esprit de la musique, qui est une tentative un peu délirante, un texte sublime, mais un peu délirante, d'articuler trois pôles, ce qui va terroriser, enfin qui va scandaliser les philologues universitaires de son époque, qui est la naissance de la tragédie attique grecque, donc une affaire helléniste, d'articuler la régénération de l'art à travers le drame musical wagnérien, en pleine actualité. Wagner n'a pas encore trouvé Bayreuth à cette époque, ils le cherchent ensemble, etc. Et troisièmement, la métaphysique de Schopenhauer. Et Nietzsche écrit un livre dont il dira d'ailleurs que c'est un livre bancal, il dit que c'est un livre impossible,
bien sûr, c'est un livre impossible, parce qu'il fait trois choses à la fois, et Wagner est vraiment le point de convergence. C'est un article qui est dédié à Wagner. En réalité, c'est Wagner qui va faire passer Nietzsche non seulement, au fond, à la métaphysique, puisque Wagner est depuis 20 ans, quand il rencontre Nietzsche, il est depuis 20 ans un Schopenhauerien fanatique. Nietzsche a découvert Schopenhauer avant Wagner, mais quelques mois avant, il est très enthousiaste. Et Wagner a une ambition, une prétention non seulement esthétique, mais culturelle, au sens le plus profond, de régénération de la culture, allemande le plus souvent, mais dans un certain nombre de textes chez Wagner, européenne, par la renaissance du tragique qui, à l'époque des Grecs, s'est exprimé dans la tragédie et qui, à l'époque moderne, devra s'exprimer dans l'art total, dans le drame musical wagnerien. Ambition incroyable, soutenue par une métaphysique au prix de beaucoup de torsions et d'aveuglement, mais soutenue par une métaphysique schopenhauerienne. Et Nietzsche, tout jeune, arrive là, rencontre quelqu'un dont on imagine que son aura, son rayonnement était absolument extraordinaire, très forte personnalité, et il se dit, j'ai là l'incarnation, il dit l'incarnation de ce que Schopenhauer appelait un génie. Or, Nietzsche, dans tout le problème, et ça demeurera même quand il ne parlera plus de génie, donc tout le problème est celui de l'histoire de la culture, du problème du caractère vital, des forces vitales d'une culture, c'est-à-dire dans son accroissement, dans son apogée, dans ses déclins, dans ses pathologies, les pathologies culturelles, les santé et les pathologies d'une culture. Évidemment, il trouve en la personne de Wagner une espèce d'incarnation d'un problème culturel qui le renvoie à la fois à l'histoire grecque, c'est-à-dire vraiment au fondement et historique et mythique de notre civilisation, le tragique, hein, et Nietzsche se fera philosophe tragique, il le revendiquera. La métaphysique de Schopenhauer, qui est à la fois héritière et grande dénonciatrice ou grande concurrente de la métaphysique kantienne, c'est l'idéalisme kantien, ça n'est pas rien dans l'histoire de la philosophie, et un révolutionnaire d'un point de vue artistique, qui a quand même à la fois récupéré et balayé tout ce qu'il y avait avant lui, et qui a fait servir toute l'histoire de la musique dans ses écrits, Wagner, à sa propre assomption. Voilà. Il avait sans doute raison, puisque la musique avant Wagner et après Wagner, ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire que composer après Wagner, c'est une torture pour tous les musiciens. Arriver après Wagner, demander à Debussy, qui a fait tout ce qu'il a pu pour dire non, je n'écouterai pas Wagner. Bon, il y a un après Wagner qui est absolument indélébile. Donc Nietzsche l'a bien senti. Mais cette volonté, à la fois ce bricolage au fond, hein, entre la philologie, pour le dire vite, entre la philologie, la métaphysique et l'histoire culturelle et l'histoire de l'art, ce bricolage qui était la naissance de la tragédie l'a mis dans une posture extrêmement délicate qu'il a essayé de tenir le plus longtemps possible, par fidélité à Wagner, par l'espoir que, ne le nions pas, le succès de Wagner et l'estime qu'avait Wagner pour Nietzsche lui permettraient aussi de se sortir de l'université, d'être entendu comme philosophe. Wagner savait très bien, il sentait que le jeune Nietzsche était quand même brillant, il se disait, oh, on a dans la place, dans l'université, on a quelqu'un. Nietzsche a proposé à Wagner, j'abandonne tout, je quitte l'université de Bâle, je viens travailler avec vous à Bayreuth. Et les Wagner, Cosima aussi, Wagner et Cosima, non, restez là où vous êtes, c'est très très bien, vous parlerez de nous, vous continuerez à comparer. Ils n'ont pas dit comme ça, mais je résume, vous continuerez à comparer le génie grec au génie wagnérien, ce sera très bien. Donc il y avait aussi un effet d'intérêt, au fond de noble intérêt, chacun essayant de trouver dans l'autre un soutien
à sa propre parole, à ce qu'il avait à dire et à faire. Cette allégeance, cette admiration, ce conflit d'intérêts, j'allais dire, il y a un moment où ça craque. Et il y a un, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais juste le nœud que représente Wagner, pour ensuite, j'irai plus vite après. Et il y a un texte absolument extraordinaire, pour plein de raisons, c'est la 4e considération inactuelle, Richard Wagner à Bayreuth, écrit l'été avant et pendant la première édition du festival de Bayreuth, qui a été, c'est assez connu, un grand traumatisme pour Nietzsche. C'était un grand traumatisme pour Wagner aussi, hein, ils étaient assez d'accord. Je crois que c'était une grande mascarade arrosée de bière et de saucisses. Bon. Il faut voir une chose, c'est que quand Wagner a vu sa première mise en scène, en 1976 à Bayreuth, il a dit « J'ai inventé l'orchestre invisible, j'aurais aimé inventer le théâtre invisible ». Il a été extrêmement Wagner lui-même a été extrêmement choqué de la récupération immédiate que lui-même avait voulu de son art, qui était un idéal, de le voir tout d'un coup bricolé concrètement dans une Allemagne où tout le pan-germanisme antisémite s'est retrouvé dans le coup. Qu'il fut antisémite, ça c'était la faute de Wagner, puisque Wagner l'était lui-même. Enfin, grosse parenthèse, mais sans étude. Et ce texte-là, la 4e considération intellectuelle, est un texte qui est un exercice d'admiration incroyable et qui, on le voit surtout dans les fragments posthumes, est en creux et une critique radicale et déjà un adieu. C'est-à-dire que ce que Nietzsche est en train de comprendre, c'est que Wagner n'est pas le régénérateur de la culture, mais qu'il est le sublime rejeton de la décadence moderne. Il le comprend très vite, y compris parce que Wagner est un Schopenhauerien fanatique. Schopenhauer sera rejeté aussi du côté de la décadence, du nihilisme, à grands coups de balai, hein, tous ces concepts. Mais, et on voit dans ce texte-là, la 4e considération intellectuelle, l'ambiguïté terrible qui se sent dans l'écriture même, qui fait que Wagner est un point, un tournant, qui, parce qu'il a été de manière illusoire pour Nietzsche l'incarnation d'un renouveau de la culture, hein, disons-le, d'une inversion des valeurs nihilistes, des valeurs tournées contre la vie, parce que Nietzsche se rend compte que pour un grand nombre de raisons, Wagner est en réalité un symptôme et non pas un médecin de la culture. À ce moment-là, alors qu'il ne remettra jamais en cause son génie unique, à ce moment-là, il va produire un texte d'une acuité psychologique incroyable où l'on voit, c'est ma thèse, oui, c'est ma thèse, en tout cas je ne l'ai pas lu ailleurs, un passage où, bien avant que le concept émerge, où l'analyse, la généalogie de ce qu'est la volonté de puissance apparaît. Voilà. Et c'est comme si Wagner avait commencé à devenir le laboratoire du nœud, du conflit pulsionnel, non pas d'un individu, Nietzsche n'est pas Freud, mais d'une civilisation. Quelles sont les pulsions, quelles sont les expressions vitales qui sont la dynamique même des processus culturels, question qu'on peut poser en général, généalogie de la morale, on revient au début des cultures primitives, mais critique, généalogie de la modernité. Cette chose-là qui va éloigner de plus en plus Nietzsche de Wagner d'un point de vue de la critique, Wagner moderne, Wagner nihiliste, Wagner idéaliste, Wagner menteur, Wagner comédien, tout va y passer. Wagner va peu à peu devenir le chiffre de la critique nietzschéenne de la civilisation. Avec deux, et après je voudrais traiter juste encore 2 points, avec 2 aspects. Le premier me touche beaucoup, parce que le premier est une affaire de fidélité humaine. On voit très bien
d'une part, dans les écrits avant la mort de Wagner, dans les écrits après la mort de Wagner, et d'autre part, pour tout ce qui concerne les écrits avant la mort de Wagner, la différence entre l'œuvre publiée et les fragments posthumes, les notes de travail. Nietzsche restera extrêmement discret et pudique dans ses attaques sur Wagner. Nietzsche écrira des choses vraiment épouvantables sur Wagner, mais après sa mort, sans faire de psychologie de comptoir, il y a aussi une libération, une figure un peu comme ça, de statut du commandeur, mais il y a aussi une délicatesse. Il y a aussi une délicatesse, et la rupture entre Nietzsche et Wagner se fait non pas parce que Nietzsche aurait écrit du mal de Wagner, mais parce que Nietzsche écrit Humain trop humain, qui va absolument scandaliser Wagner. Bon. Et en particulier, pour beaucoup d'autres raisons, y compris politiques, mais Nietzsche se met à attaquer nommément Schopenhauer. Or, si la métaphysique du génie et la métaphysique de la musique qu'avait développé Schopenhauer est un mensonge, un idéalisme, un nihilisme, à ce moment-là, tout le fond métaphysique dont Wagner lui-même se réclamait pour affirmer sa signification, tout ça s'effondrait. C'est-à-dire que Nietzsche n'avait pas besoin de dire un seul mot de Wagner, il lui suffisait de descendre Schopenhauer pour des raisons philosophiques profondes. Il suffisait à Nietzsche de descendre Schopenhauer pour que Wagner tombe avec lui. Et ça, Wagner n'était pas idiot, il a compris tout de suite. Donc, ils se sont fâchés, ils se sont plus vus, après des histoires sordides, peu importe. Ça a duré assez peu, puisque Humain trop humain 1 sort en 78, ils sont encore un peu polis, ils se voient encore à Sorrente en 79, puis 80. Véritable rupture à partir de 80, plus aucun contact. Wagner meurt en 83, et lorsque Nietzsche est à Venise, lorsqu'il apprend la mort de Wagner, il est orphelin. Il est orphelin. Et en même temps, c'est le moment où il va pouvoir, parce qu'il est orphelin, à parler sans l'autorité du père. Encore une fois, sans faire de... C'est son parricide. C'est son parricide. Et à partir de là, on va voir comment peu à peu le personnage de Wagner, le nom propre de Wagner, va devenir, ce que je disais tout à l'heure, un véritable personnage conceptuel ou un chiffre qui... Là, Nietzsche va brouiller les cartes, c'est-à-dire qu'il va accuser Wagner de tous les maux, parce qu'en réalité, il va l'accuser, enfin, il va lui faire porter sur son nom, et non pas sur sa personne, sur son nom, le sens de la décadence, ce qu'il appellera en français la décadence moderne, et de la nécessité de soigner, d'un médecin de la culture par une inversion de valeurs, trouver des valeurs favorables à la vie, et non pas hostiles à la vie. Et Nietzsche, dans ses derniers textes, le dira deux choses, je finirai là-dessus, simplement pour souligner à quel point l'évolution du rapport à Wagner, que j'essaie rapidement de rendre compte que cette évolution transforme une relation personnelle en problème proprement philosophique. Nietzsche, à la fin de sa vie, dira deux choses. Il dira, Wagner résume à lui seul la modernité. Il n'y a pas le choix. Si l'on veut surmonter la modernité, il faut commencer par passer à travers elle, c'est-à-dire il faut commencer par être wagnérien. C'est ça pour l'histoire. Deuxième chose qui est encore beaucoup plus troublante, Nietzsche dit, alors là j'ai souvent des trous de mémoire, je crois que c'est Ecce Homo, il dit, oui, c'est Ecce Homo, puisqu'il revient sur sa quatrième inactuelle, justement, Wagner, et il dit, grand texte, bon, pourquoi j'écris de si bons livres, disait Nietzsche, grand texte, etc. Et petit conseil de lecture dans ce texte, partout où vous verrez le nom de Wagner, c'est de moi que je parle. Voilà. Donc, parricide, et en même temps, intégration. Nietzsche, je suis tous les noms de l'histoire, c'est-à-dire un usage des noms propres et des figures, des personnages historiques ou conceptuels qui dépassent de loin et la relation privée et la signification subjective pour devenir
fabuleuse, hein, un personnage conceptuel, c'est-à-dire un problème philosophique. Wagner est un des problèmes majeurs de Nietzsche. Et il dira aussi, je m'arrête, Nietzsche dira de Wagner qu'il a été une de ses maladies. Bien, ce sera le mot de la fin sur cette discussion. Merci beaucoup à vous.